Salut, alors cette fois deuxième session en français, il s'agit d'un mini recueil de poèmes. Donc on a donc pour premier poème les 12 roses de Prélat, deux poèmes, une version censurée et une version non censurée. Donc une version vraiment longue, vous verrez elle finira bizarrement. Donc les 12 roses de Prélat, de 12 roses de Prélat flottèrent dans les airs, la brise et les quatre vents naguère ils les emportèrent. Tourmenté des lages sombres, sous un lit de palmier, un homme chantre, que disais-je? Il contemplait un astre garni d'obscurité. Par saint Paul, ce dernier comptait avec véracité les pétales d'une fleur. Il se reposait et ne pensait aux soucis du quotidien. Il exultait corps et âme de ses sentiments, jaunissait toute vraisemblance dans ma chambre dorlotant. L'homme se prélassait au paradis, du moins ce fut ce qu'il pensait. Jardin d'Éden, aux douces mémoires, jamais il ne l'oubliera. Son avenir ignoré, le présent il en profitait. Il se laissait plonger dans un monde rempli d'illusions et de faux semblants. Ce monde est le nôtre. Les larmes des hommes sont les torrents de la fontaine de jouvence. La Provence est une nature resplendissante. Au pays d'Aix, nous fûmes les ébahis. Le soleil mortifiait mon esprit et de mille coups, de 100 rayons de bonheur. La vie n'est qu'éphémère, son sourire artificiel, sa joie superficielle. Malheureusement, douce tragédie qu'est la vie, les 12 roses de Prélat finirent par être fanées. Nous les regardâmes avec tristesse, quelle tragédie. Sais-tu, toute chose sur terre a une fin. Je ne saurais que penser de l'éternité. Nous apprenions que les 12 roses de Prélat avaient été empoisonnées. Vile créature, nous te maudissons jusqu'à la 3e génération, que ton âme pourrisse en enfer, que la moindre parcelle de ton corps se confonde avec la vermine, que tes os soient broyés, que tes yeux soient grignotés par des larves de mouches. C'est pour ça. Que ton cerveau se désintègre, que les serpents éclatent de ton ventre, ô salopard, le salaud, le counasse, le vicieux, le Satan du XXIe siècle, que les vautours dévorent tes entrailles, que tes entrailles, elles, pourrissent comme la crasse. La carcasse en décomposition d'un pigeon écrasé, c'est parce que j'avais vu un pigeon écrasé, donc ça m'avait inspiré. Que ta mère te confonde avec un massacre et que ton enfoiré de poison disparaisse de la surface de la terre. Je jure, cette société tombe dans un gouffre. Le gouffre sombre, c'est un gouffre tonneau des Sarovois ou un tonneau des Danaïdes. Tonneau des Danaïdes, vous ne connaissez pas, il n'y a pas de fond et donc on n'atterrit jamais, mais on est perdu et donc voilà. C'est une référence par rapport à ça, je pense. Un gouffre très sombre. À quand la chute? Donc la chute. Question rhétorique, bien sûr. Si vous répondez par une deuxième question, cela pourrait être jugé comme impoli, disgracieux. Les 12 roses de Prélat est une belle allégorie. Je vois ma gueule, je vois ma face. C'est un peu grossier. Donc c'est commenté, vous l'allez voir. Je vois ma gueule tous les matins dans ma salle de bain. Je me dis, hé, connard, t'es un vrai corbeau, toi, un vrai de vrai, de la race des enfoirés. Enfin, dis donc, mange tes roses de Prélat, elles sentent l'urine de chien. Donc, une fin à peu près un peu impolie, mais bon, on a besoin de choquer le lecteur. On continue. Donc ceci est un essai philosophique, narratif. Il y a des références, vous allez voir, on fait de l'inférence et des inductions dans ce sorte de récit. C'est-à-dire que quand vous écrivez, vous mettez des références inconsciemment. Donc Lucas Laolis, pris aux 3 ans d'âge, va s'arracher du haut des portes des dimensions du temps, donc c'est plutôt d'écriture automatique. Un bond en arrière fut entrepris, ce fut une de ces journées par laquelle des lambeaux de chair, eau douce mais matinée prospice, s'extractèrent à volupté. Des cris stridents faisaient écho. Le glas de l'Apocalypse de Saint Jean retentissait, donc le glas. Ce monde était sombre. Le passager s'entassait dans une bourrasque non conditionnée par toute loi physique concrète, à la fois connue mais aussi inconnue, une nuance des plus complexes à saisir sur Terre. Notre passager était-il si wild strange? Wild strange, c'est de l'anglais, donc on fait un anglicisme en gros.
Et là, on repose une question rhétorique au lecteur pour qu'il une réflexion, qu'il essaye de réfléchir à ce que le narrateur voudrait dire, voudrait faire passer comme message. La rose du jour donne ses premiers signes de naissance. La vie est-elle ou n'est-elle pas? Mon existence pourrait-elle, par quelques artifices scientifiques, être prouvée ou infondée? Présence est exigée ici. Existence est-elle impromptueuse? Cette fortuite fin, quelle douce tragédie, n'est-ce pas? Il y aurait deux choix, celui de la mort, comme dans la fable de Kafka, du chat et de la souris. Si vous ne connaissez pas, vous allez regarder. Sur Wikipédia d'ailleurs. Attention Wikipédia, les histoires ne sont pas tous vraies. Il faut faire attention avec l'authenticité, la véracité de l'information que vous lisez quotidien. Où en étais-je? Que choisir entre la peste et le choléra? Donc, attendez, et si dans ce court texte très descriptif à la morale indivisée à la troisième voie, celle de la vie, bien sûr, troisième voie. Que choisir entre la peste et le choléra? Pourquoi ne pas choisir et rester en vie? Et surtout ne pas choisir une de ces deux maladies. Après la mort, qu'y a-t-il? La condition humaine fut pensée, imaginée par Nietzsche, aussi abstraite soit-elle. Au cours de sa vie, Nietzsche a changé ses valeurs. Il prôna une sorte, pour moi c'était une sorte de romantisme. Il prôna le romantisme. Il se perdit dans la solitude, notamment dans ces balades en pleine nature. La vie est si courte, pourquoi ne pas y voir une sorte de carpe diem? Où le bonheur reste-t-il superficiel? La réalité est un cauchemar, si jamais découvert et mis à nu, pensais-je. Donc si vous n'avez pas remarqué, j'ai eu des expériences dans ma vie et qui m'ont montré certaines phases de la réalité, encore que celle-ci ne paraît que très imagée. Nous retranchons dans des... parce que c'est commenté, nous retranchons dans des débats qui sont proies au mysticisme et au paranormal. Il en va de soi que même pour un philosophe tel que Nietzsche, cette question ne peuvent être élucidées seules. Donc seul, c'est-à-dire seul, seulement, enfin, seul en soi, en tant que personne. Les anecdotes sont fallacieuses, elles ne nous permettent pas de répondre clairement. Non, l'existence resterait d'après l'idéalisme une illusion. Chaque chose qui existe sur Terre n'est qu'illusion. Mes écrits à la fois fictifs, philosophiques, réalistes ne peuvent apporter de réponses concrètes sur des sujets comme la vie, la mort, le sens d'une vie humaine, parce que vous savez, le sens d'une vie humaine ne tient qu'à un fil. Vous savez, nous ne sommes que poussière dans le cosmos, comparé au cosmos. Chaque part, sais-je, nous ne serions que nos propres dieux. Donc, attendez. Chacun part en ce qui est l'au-delà. Chacun naît, sais-je, nous ne serions que nos propres dieux. La même question survient pour le bien et le mal. D'après Nietzsche, la faiblesse viendrait de la pitié, ce qui aurait été largement un des instruments de la christianité au cours du Moyen-Âge et de la Renaissance. Donc la Renaissance très religieuse, la guerre de 30 ans, notamment. Nietzsche pensa que le bien, ressentirait aucune, ne montrerait aucune pitié. Donc le bien serait puissant et décuplerait de force. Cependant, je pense que chacun dispose de traits apparents au mal et au bien. Ces deux idées n'étant pas si réelles en fin de compte, elles sont imagées, elles sont illusoires. Nous ne parlons
pas ici de pays ou de factions ou d'armées en histoire humaine, mais bien du moi, le moi. La personnalité, enfin, ouais. Ma conclusion, le monde serait réduit au néant, gouverné par le chiffre 0 et non 1, du moins, à un détriment amoindri, l'existence ne serait possible que grâce au temps. Donc, je sais pas si vous avez lu Lucie, je me suis inspiré un peu de ça pour ce passage. Le film n'était pas superbe, je trouve, c'est un film hollywoodien, navet, notamment. De plus, ici toute chose arrive à sa fin. Que nous parlons de matériaux ou d'êtres vivants, Dieu serait-il mort? Notre ignorance l'aurait-il achevé? Les erreurs de l'humanité ne sont qu'un cycle. Il suffit de voir les différents génocides perpétués par l'homme depuis sa sortie d'Afrique, donc sa sortie notamment d'Afrique, parce que je suis aussi fervent passionné de paléontologie, donc tout ce qui est paléontologie, j'adore. Savez-vous qu'au départ, les hommes présents sur le continent américain furent des Noirs et non des Asiatiques? Ouais, parce que avant il y avait encore une extermination très historique. L'essai n'est pas fini, bien sûr, notamment. Les aborigènes d'Afrique, les véritables Native Americans, furent, avant la période de la colonisation du Nouveau Monde, par les Européens, exterminés, notamment par ces peuples venus d'Asie, qui à leur tour des 19e, 17e siècle se sont fait littéralement massacrer par le blanc. Je ne vivais pas à cette époque, donc je ne sais pas, je ne peux que interpréter, puisque l'histoire est une interprétation. Je vous dis, c'est commenté, donc ne vous étonnez pas si c'est si long. Donc les principales causes restent le réchauffement climatique, donc notamment la fonte des glaces. C'est pour ça que ces aborigènes africains venus aux Amériques ont été massacrés. Donc en fait, vous savez, ils sont passés par le Kamtchatka lors de la fonte des glaces, la dernière période glaciaire. Parce qu'avant, les glaciers bloquaient en fait l'Alaska, donc on pouvait pas passer. Donc quand il y a eu le réchauffement, il y avait une ligne, vous pouvez passer, c'était assez facile. L'archipel était c'était beaucoup plus facile de passer que maintenant. La mégafaune d'Amérique, donc ça c'est aussi, c'est pour illustrer l'exemple en fait de l'homme en tant que destructeur et non plus destructeur qu'autre chose. La mégafaune d'Amérique a disparu quelques siècles après l'arrivée de l'homme, donc notamment vous allez voir. De même pour la mégafaune d'Australie, le prédateur le plus grand fut un reptile intitulé Megalania prescus, un varan de 6 à 8 mètres de long, du haut de ses 2 tonnes. Donc il avait une vue assez... c'est comme à peu près... Je ne comparerai pas au requin, mais une vue... Pas une très bonne vue. Ils ont une vue différente des mammifères. Donc vous savez que certains mammifères ne voient pas comme nous. Puisque la vision que nous avons n'est que sujet, n'est que celle de l'homme. Cette vision parfaite, cette vision différente. Chaque animal a une vision différente, notamment je pense. Donc on continue. L'apparition de l'homme a détruit encore ce qui avait auparavant une existence. C'est très important. Je vois l'homme comme destructeur, comme je vous le disais. Même la personne la plus juste peut commettre les pires des choses, les pires cauchemars qui me hantent depuis tant d'années. Parce que vous savez, quand je rêve, moi, ce sont notamment des sortes de thrillers comme à la Stephen King. Ouais. Le pire ennemi de l'homme n'est que l'homme lui-même, puisque la destruction de son environnement mènera à sa perte. Tôt ou tard, nous disparaîtrons de la surface de la Terre pour laisser place, même céder notre place à d'autres espèces qui viendront occuper la mégafaune de chaque écosystème, parce que chaque écosystème est différent, notamment, normalement, sur les continents, les différents continents qu'il y aura. Les abeilles ont quasiment disparu, serait-ce notre fin? Encore une question rhétorique, bien sûr. Ce que pense l'homme comme l'invention du feu n'est qu'éphémère, ce
ce que fait l'homme en fait. J'ai dû faire une erreur de... Il en va de même que le fatalisme dont j'use n'est qu'autre que les lambeaux d'une humanité morcelée et divisée. Attention, c'est très important. Le monde est morcelé et divisé. Il n'y a pas, à proprement parler, une instance qui soit au-dessus. Donc, c'est-à-dire, vous avez remarqué qu'il n'y a pas donc de... À proprement parler, donc, ici, il y a aussi la NATO, tout ça, mais l'ONU. Mais il n'y a pas un... On a par exemple certains Africains, enfin certains politiques qui ne sont jugés que 20 ans plus tard ou qui ne sont plus jugés, notamment j'en ai entendu parler, je me rappelle plus du nom. Malheureusement, c'est pas très grave. Mais bon, c'est juste l'idée qui est importante ici, c'est qu'on n'a pas d'instance qui permet de juger les criminels. Et certains échappent à leurs accusations et donc perpétuent toujours aujourd'hui des crimes contre l'humanité, contre leur propre peuple et des génocides qui continueront parce que l'erreur se répète en cycle. L'erreur humaine, c'est un cycle. Il en va de même que non, ceux qui se ressemblent pas s'assemblent en un tout, l'humanité. Non, ceux qui ne ressemblent pas s'assemblent en un tout, l'humanité, désolé. Donc on continue. Donc, ça c'en est un autre très court. Comprendre et apprendre les méandres, il n'est point temps de se perdre. Retirons les méandres grâce à nos connaissances, réapprenons et comprenons, puis expérimentons d'autres pensées. Si elles se cristallisent en un centième de seconde, la pensée qui se fluidifie en devenir un liquide bleuâtre, un liquide oui, un symbole d'espoir. La bonté humaine est chose difficile et rare en nos jours. Un souffle de la mort nous froisse l'esprit, quant à elle... L'horreur me rappelle l'humanité, ses illusions, ses joues, ses penchants. Ici, il s'agit de la renaissance du mal du siècle, mais quelle horreur. Mais quelle atrocité, l'humanité est condamnée et damnée à tout jamais. Nous fûmes un 22 octobre 2014, nous sentîmes que ce fut un début d'hiver rude. Je me gelais les doigts en attendant de pouvoir manger au restaurant universitaire. Je tenais dans la main un livre de Lovecraft intitulé « Celui qui chuchotait dans les ténèbres ». Un livre de Lovecraft, ouais. J'ai fini d'ailleurs hier. C'est assez facile à lire, c'est assez intéressant. Donc l'automne n'existe plus vraiment. Le changement d'été à hiver fut bref, intense et rude pour chacun de nous, nous humains de la planète Terre. Donc ça. On va finir. Donc Run Almoravie. Almoravie, nous sommes à l'est. Il fut un temps, la mer de Run était à la fois source de péril et de découverte. La beauté de la nature n'est qu'éphémère. Ici, à l'est, une ombre se lève, elle grandit chaque jour, elle nous consumera un jour à Almoravie. Au premier âge, Lost s'en allait pour Iflum. Au troisième âge, les Orientaux étaient présents sur les champs de Pelennor. Donc ça c'est par rapport aussi Silmarillion de Tolkien et par rapport aussi la trilogie du Seigneur des Anneaux. Donc c'est ce ne sont pas les films, hein. Attention, ce sont les œuvres